juin 1960, le Congo devenait indépendant de la Belgique. J'ai fait une vidéo qui parle de la crise du Congo sur sa période des années 60 si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, on va voir rapidement la géographie et l'histoire du Congo et comprendre comment ce pays assez grand en Afrique a un énorme potentiel. Sûrement un des plus grands potentiels au monde. Aperçu. Le Congo est un pays en Afrique centrale, son nom officiel est la République démocratique du Congo. Il est voisin d'un autre pays qui s'appelle Congo aussi, la République du Congo. La République du Congo est une ancienne colonie française, alors que la République démocratique est une ancienne colonie belge. Mais dans cette vidéo, quand je parle du Congo, je parle de la République démocratique. Le Congo fait 2,3 millions de km², ce qui classe le pays en 11e position depuis 2011. Avant 2011, le Congo était en 12e position, car il y avait le Soudan qui se hissait dans le classement, c'était avant que le Sud-Soudan ne s'en sépare. Et avant 1991, le Congo était en 11e position aussi, c'était avant l'indépendance du Kazakhstan. Depuis la division du Soudan, le Congo n'est même pas le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Sauf qu'à la différence de l'Algérie, sa surface c'est pas que du désert, mais plutôt de la forêt ou de la savane. Sa capitale est Kinshasa, voilà pourquoi on surnomme parfois le pays Congo-Kinshasa. L'autre est surnommé Congo-Brazzaville, car sa capitale est Brazzaville. Le Congo a une géographie fantastique, mais avant d'en parler, je propose un petit bref historique. Histoire. Le Congo est issu d'un territoire conquis par le roi des Belges. Les frontières actuelles sont dessinées en 1885 à l'issue du congrès de Berlin. On accorde ces terres au roi des Belges, Léopold II. C'est ses terres. Pas une colonie belge, c'est vraiment ses terres à lui. Il exploitera bien le territoire, ce qui entraînera la réduction de la population par 2. Il y a eu plein d'atrocités réalisées par le roi, c'était sa propriété, il faisait un peu ce qu'il voulait, il n'y avait aucune loi. Suite à la découverte de toutes ces atrocités, le Congo est donné à la Belgique directement. Il devient donc une colonie. Aujourd'hui, Léopold II est une figure très controversée car à l'origine de ce massacre qui aurait entraîné la mort de 10 millions de personnes environ, les chiffres peuvent beaucoup varier. Le Congo devient donc une colonie belge en 1908 pour ensuite devenir un État indépendant en 1960. Le pays va connaître plusieurs phases. Entre 60 et 65, c'est la crise du Congo, période de confusion avec changement de gouvernement. En 1965, Mobutu, l'ancien chef d'état-major, prend le pouvoir et transforme le Congo en une dictature personnelle. Le pays est renommé Zaïre en 1971 et il reste au pouvoir jusqu'en 1997. Le Zaïre devient un pays aligné sur les Occidentaux et est anticommuniste. Plusieurs guerres vont concerner ce pays. Tout d'abord la guerre civile angolaise où le Zaïre soutient les rebelles anticommunistes, les guerres du Shaba qui sont des rébellions sûrement soutenues par l'Angola à la fin des années 70, et enfin dans les années 90, les guerres au Rwanda puis directement au Congo. Mobutu perd le pouvoir en 1997 suite à la rébellion menée par les troupes de Kabila. Kabila prend le pouvoir et meurt en 2001 lors de la deuxième guerre du Congo. C'est son fils qui devient président ensuite, Joseph Kabila. On peut dire que Joseph Kabila détient le pouvoir depuis 2001. Il est président jusqu'en 2019, depuis c'est Félix Tshisekedi le président, fils d'Étienne Tshisekedi, ancien ministre et un des plus célèbres opposants de l'histoire du Congo. Démographie. Bon, retournons à une géographie un peu plus générale pour comprendre le Congo et notamment sa démographie. Comme on peut le voir sur les images satellites, le Congo est divisé en deux grandes zones. Une zone où il y a de la forêt dense au nord, et des plaines dans la zone sud, avec parfois des forêts moins denses. Avant d'entrer dans les détails géographiques, voici un aperçu des provinces du Congo. Le Congo est divisé en 26 provinces, ce découpage existe depuis les années 2000, mais il n'a été mis en place qu'en 2015. Le pays a connu plusieurs découpages au fil des années, je vous propose de voir le découpage d'origine, qui est le plus facile à mémoriser. Dans le découpage de 1960, il n'y avait que 6 grandes provinces, c'était plus simple. Il y avait la grande province de Léopoldville, aujourd'hui divisée en 5 petites provinces. On y trouve Kinshasa, la capitale. Sa population est en croissance. Il y a quelques années, on disait que Kinshasa faisait presque 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait plutôt 15 millions. On pourrait même dire 17 millions avec Brazzaville, la capitale de l'autre Congo, qui est située juste en face. C'est donc une des plus grosses agglomérations d'Afrique. Ici, on a la grande province du Kasaï, aujourd'hui divisée en 5 petites provinces. On y trouve Mbuji-Mayi, 3 millions d'habitants, et Kananga, 2 millions d'habitants. Au nord, il y a la grande province de l'Équateur, aujourd'hui divisée en 5 petites provinces. C'est grand, mais pas très peuplé. C'est surtout de la forêt, il n'y a pas de ville millionnaire. Au nord-est, il y a la grande province orientale, aujourd'hui divisée en 4 petites provinces. On y trouve Kisangani, qui fait 1 million d'habitants, dans son agglomération. À l'est, il y a la grande province du Kivu, divisée en 3 petites provinces. Cette division est bien antérieure au découpage de 2015, c'est une zone très peuplée. On y trouve Bukavu, 1 million d'habitants, et Goma, 2 millions d'habitants. Et enfin au sud, la plus célèbre des grandes provinces du Congo, le Katanga. Aujourd'hui divisé en 4 petites provinces, on y trouve Lubumbashi, presque 3 millions d'habitants,
La deuxième ville la plus importante du Congo, le Katanga, est une région très riche. On trouve donc 7 agglomérations millionnaires dans ce grand pays. Mais j'en viens au sujet principal de ce chapitre, la population du Congo. Combien y a-t-il d'habitants dans ce grand pays ? Je me souviens que dans les années 2000, on disait que le Congo était le deuxième plus grand pays francophone, derrière la France. En effet, au Congo, le français est l'unique langue officielle. Et dans les années 2000, le Congo comptait environ entre 50 et 60 millions d'habitants. En 2013, le Congo a dépassé les 70 millions d'habitants, confirmant sa première position de pays francophone. Ce qui est impressionnant, c'est que le Congo ne comptait que 35 millions d'habitants en 1991, soit moitié moins qu'en 2013, et en 1960, au moment de son indépendance, il n'y en avait que 15 millions. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de statistiques récentes officielles, mais selon la CIA, en 2022, la population du Congo est estimée à 108 millions d'habitants. C'est donc presque 40 millions d'habitants gagnés en 10 ans. C'est assez énorme comme évolution. 35% de la population du pays est apparue dans les 10 dernières années. Toujours selon la CIA, le Congo est le 7e pays au monde pour la natalité, et les pays devant sont beaucoup moins peuplés. D'ici 2050, le Congo sera sûrement à 200 millions d'habitants. Depuis 2022, le Congo est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Le Congo vient tout juste de dépasser l'Égypte, et il dépassera bientôt l'Éthiopie. En termes de PIB, c'est moins glorieux. Le Congo est derrière plusieurs pays bien moins peuplés en Afrique, mais plus sa population augmentera, et plus son PIB aura un potentiel d'augmenter. Le Nigeria a 2 fois plus d'habitants, pour un PIB 8 fois plus gros. Il faut donc voir comment va évoluer le Congo. Surtout que c'est un pays francophone, et qui pourra avoir une grande influence dans cette sphère linguistique. Mais il faut voir aussi comment le français va évoluer. Langue surtout parlée en ville, le pays se situe à la limite de la sphère francophone au nord-ouest de l'Afrique, et anglophone situé à l'est ou au sud. L'anglais est donc la principale langue étrangère étudiée. Le néerlandais, lui, langue de la Belgique aussi, n'a jamais été vraiment présent. À part ce français officiel, et encore peu parlé, on trouve des langues nationales, qui elles aussi sont rarement des langues maternelles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le Kikongo, qui est en fait plutôt une famille de langues et de créoles, dont le plus connu est le Kituba. C'est le nom qui a donné le nom du pays. La langue est parlée surtout là où il y a accès à la mer, c'est donc la première langue croisée par les colonisateurs. Encore plus parlé, nous avons le Lingala. Le Lingala concerne aussi la capitale, Kinshasa, c'est donc en quelque sorte la principale langue de communication au Congo. Mais à l'est, on trouve une autre langue encore plus parlée. C'est le Swahili, la plus célèbre des langues africaines. Au centre, on parle le Chiluba. Les populations du Congo parlent ensuite une grande variété de langues maternelles. On en compte des centaines, mais l'instruction à l'école se fait dans une des 4 langues nationales, précédemment citées, en fonction de la région, et en français. Économie. Vu que le Congo voit sa population augmenter, c'est l'économie qui va jouer un rôle clé. Et pour le moment, le Congo a un gros avantage, les ressources sont énormes. On trouve de l'or à l'est, surtout dans le Kivu. Dans le Kasaï, on trouve des diamants. C'est pas du diamant de bonne qualité, mais plutôt pour l'industrie. C'est un des plus gros producteurs au monde. Le Congo est un des plus gros producteurs de cuivre au monde, surtout dans le Katanga, et c'est le premier producteur de cobalt au monde, toujours dans le Katanga. Le Congo est aussi un grand producteur d'étain, on en trouve surtout à l'est, et encore au Katanga. Vous l'aurez compris, le Katanga est la région riche du Congo. C'est pas pour rien que la province a cherché à devenir indépendante dans les années 60. Le Congo est donc un pays bien divisé. La capitale, Kinshasa, se trouve dans la zone où on parle le Lingala, c'est le centre politique, mais les ressources se trouvent à l'autre bout du pays, où on parle le Swahili. Et le Swahili est parlé à l'est. Ces régions sont donc tournées vers l'Afrique orientale ou australe. Au Kivu, depuis les années 2000, il y a encore des conflits. On parle de la guerre du Kivu. Mais il y a encore d'autres divisions. Certaines sont symboliques, comme le décalage horaire. Le Congo est le seul pays au monde où sa capitale n'est pas située dans le fuseau horaire le plus peuplé. Mais c'est surtout au niveau des infrastructures que la division se fait ressentir. Le chemin de fer est le plus flagrant. Kinshasa et Lubumbashi, les 2 villes les plus importantes, ne sont pas reliées par train. Pourtant, le train existe dans les 2 villes, mais elles sont dans 2 réseaux distincts. Kinshasa n'a qu'une ligne pour aller vers la mer, et Lubumbashi a un réseau pour relier le centre et l'est du Congo. Mais c'est un réseau très vétuste qui date de la colonisation. Au nord, il y a Kisangani, une des villes millionnaires. Elle est reliée directement à Kinshasa par le fleuve Congo. Ce fleuve sert d'axe de transport, mais au-delà de Kisangani, il n'est pas navigable. Il n'y a pratiquement aucun pont sur ce fleuve, il coupe le pays en 2, et même la route reste limitée. Kinshasa et Brazzaville, les 2 capitales congolaises, sont face à face sur ce fleuve, mais il n'y a pas de pont. Le principal pont du fleuve se trouve à Matadi, à la frontière de l'Angola. D'ailleurs, le Congo n'a qu'un petit accès à la mer, et le fleuve Congo n'est même pas navigable jusqu'à la mer. C'est donc de nombreuses infrastructures que le Congo doit mettre en place s'il veut pouvoir bien profiter de ses richesses. En attendant, la communication peut se faire via l'étranger. Le Katanga est relié à l'Afrique australe par exemple.
Il y a évidemment d'autres problèmes, la grande corruption, 10e pays le plus corrompu au monde, et le manque de démocratie, 4e pays le moins démocratique du monde. Aujourd'hui, parmi toutes les nouvelles provinces du Congo, la plus riche est celle du Lualaba, située au Katanga. C'est là qu'on y trouve les principales ressources minières, dont sa capitale et le symbole, la ville de Kolwezi. Cette ville s'était même rebellée contre le gouvernement de Mobutu dans les années 70, elle a même abrité de grandes populations européennes venues pour les affaires. En 78, elle est prise en otage par des rebelles, sûrement financés par l'Angola, avant d'être libérée par une opération... Malheureusement, c'est sérieux. Cette fois-ci, ils vont être exécutés. L'arrivée du ministre Constant Mutamba, les leaders incontournables. Et l'homme au Kende va être exécuté peine de mort. Là, on voit tous les bandits qui vont être exécutés dans la province de la RDC. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, de fermeté, de rigueur. Voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette république. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Musée Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. La direction Aéroport international de Njili, là où ils vont prendre leur vol pour être exécutés. Et là, ils sont arrivés à l'aéroport international de Njili avec le ministre et le général Kilimba Limba. Ils vont tous voyager pour voir l'exécution de ces bandits, autrement appelés Kuluna. Mais selon Amnesty, le président Félix Tshisekedi doit immédiatement, publiquement et sans ambiguïté suspendre tout projet d'exécuter des personnes dans la prison d'Angenga ou ailleurs. Et là, on voit les ministres Constant Mutamba déterminés. Les parlements devraient adopter un moratoire sur les exécutions en attendant l'abolition complète de la peine de mort, a déclaré Sarah Jackson, directrice régionale adjointe pour l'Afrique et l'Est austral à Amnesty International. Ces Kuluna, ils ont tué, ils ont ravagé, ils ont pris beaucoup de vies. Ce monsieur que vous voyez dans la vidéo, il s'appelle Constant Mutamba, âgé de 36 ans. Il a été nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau de la République démocratique du Congo. Le 28 mai 2024, en moins d'une année, il a fait plus que les autres. Au sein du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, et là, on voit les Kuluna qui sont en train de faire leur dernière prière. On peut écouter le ministre. Et l'homme au Kende va être exécuté peine de mort. Voilà les derniers discours du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ils sont partis.
Malheureusement, c'est sérieux. Cette fois-ci, ils vont être exécutés. Pour ceux qui disent que, mais pourquoi les exécuter? Vous devez savoir que ce n'est pas pour la première fois. Ces Koulouna ont émergé dans les années 2000, en pleine crise économique et sociale. Plusieurs facteurs ont contribué à leur apparition. Pour certains, avec un taux de chômage élevé, de nombreux jeunes se retrouvaient sans emploi, ni perspective d'avenir, les poussant à se tourner vers la criminalité pour survivre. Deuxièmement, l'accès limité à l'éducation et les faibles moyens financiers. Des familles ont favorisé l'émergence des bandes de jeunes déscolarisés. Troisièmement, durant les périodes de guerre et d'instabilité politique, les forces de l'ordre manquaient de moyens pour maintenir l'ordre, laissant les terrains libres aux gangs. Ces gangs que vous voyez, ils ont changé l'Haïti. Si aujourd'hui vous voyez ces images de l'Haïti, que j'avais fait la vidéo dernièrement, ce qu'on m'a appelé aussi des Koulounamais de l'Haïti. Voilà, les Congolais sont très contents de voir qu'ils seront exécutés parce qu'ils ne sont plus à l'aise. La nuit, marcher en RDC devient un problème sérieux. Mais pourquoi, depuis 2000, ces phénomènes ne finissent pas? En 2013, le gouvernement congolais a lancé une opération militaire appelée l'ICOFI pour éradiquer les Koulouna. Cette campagne, dirigée par la police, a été marquée par des arrestations massives et des exécutions extrajudiciaires. Bien que cette opération ait réduit temporairement leur influence, elle a également suscité des critiques pour ses violations des droits humains. En 2020, une rixe entre deux groupes de Koulouna dans le quartier Massina a causé la mort de plusieurs personnes, dont des passants innocents. Cette tragédie a ravivé les appels à une réforme judiciaire et sécuritaire. Et voilà, ils sont en train de monter dans l'avion. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y a plus de personnes qui vont demander qu'on puisse les laisser. Malheureusement, les Congolais en ont assez. Voilà, même, il y a ceux qui sont heureux. Voilà celui-ci. Regardez-moi celui-ci. Il n'a pas de problème. Il n'a peur de rien. Il s'est dit, je m'en fous. J'ai déjà tué. Certainement, ces jeunes gens que vous voyez dans des vidéos seront exécutés, comme l'a dit le ministre Constant Moutamba. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous expliquer ce que le ministre a déjà fait pour son pays. Il est considéré comme le héros de son pays, la RDC. Et là, on peut voir que l'avion va bientôt décoller avec des bandits, autrement appelés Koulouna. Dans les quartiers Ngilingili, un gang de Koulouna a attaqué une église pendant un culte, volant des fidèles et blessant plusieurs personnes. Cet incident a mis en lumière la nécessité de renforcer la sécurité dans les zones urbaines. Ils sont partis direction Équateur. Là, nous sommes arrivés à l'Équateur. Le réforme du ministre Constant Moutamba va changer beaucoup de choses en RDC. Et là, on peut voir que les soldats sont prêts à accueillir le ministre Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde sceaux, avec les numéro 1 de la police, Blaise Kilimbalimpa.
Dans plusieurs communes de la RDC, ces jeunes sont perçus comme des rois. Ils donnent des droits aux policiers. Les habitants ont plus peur de Kuluna que de policiers. Il y a plusieurs dessins animés ou le film qui illustrent bien ce phénomène Kuluna. Comme le film nommé Kuluna ou encore dessin animé Kaimbele Tenance. Voilà, nous sommes arrivés. On peut voir. Voilà la prison. En regardant seulement, vous allez voir que c'est très loin de la ville de Mbandaka. La prison est à quelques kilomètres, je dirais même à plusieurs kilomètres de la ville de Mbandaka. Dernièrement, ils ont tué même un journaliste à Lubumbashi et même une journaliste à Kinshasa. Toujours ces mêmes Kuluna. Je dois rappeler ceci. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, une tentative d'évasion massive a eu lieu à la prison centrale de Makala. Cet incident tragique a entraîné des morts d'au moins 129 détenus et en a blessé 59 autres. Les circonstances exactes de l'évasion étaient restées floues, mais des coupures d'électricité et des actes de sabotage ont été évoqués. Les forces de l'ordre ont été accusées d'une répression disproportionnée lors de cette minuterie. La surpopulation céréale a été mise en lumière. La prison construite en 1957 pour 1500 détenus et hébergeait environ plus de 15 000 personnes. Au moment des faits, les gouverneurs avaient promis des réformes pour désengorger les prisons et construire un nouvel établissement pénitentiaire. Et le ministre de la Justice l'avait fait, avait certainement désengorgé la prison centrale de Makala. Mais vous savez ce qui s'est passé? Et là, on assiste, nous tous, à cette parade de policiers aux environs de la prison centrale d'Angenga. Dans cette zone, même de l'eau est luxe. L'électricité, oubliez. Puisque là, vous allez d'abord souffrir en commençant par ne pas avoir votre famille, ne pas appeler votre maman, même pas votre frère. Et deuxièmement, vous n'aurez pas de l'eau. On vous donne 1 litre d'eau par semaine. Et l'électricité, c'est un luxe pour vous les prisonniers dans cette zone. Et après, vous serez exécutés ici.